Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Bonjour Marie-Claude. Salut Catherine. Marie-Claude, aujourd'hui, on reçoit Judith Fetzer, qui est la présidente et aussi la cofondatrice de Cookit. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Bien, c'était super intéressant. On a parlé des débuts de Cookit jusqu'à où est-ce qu'elle est aujourd'hui, les bons coups, les moins bons coups, puis l'avenir de Cookit. Et est-ce que toi, tu manges du prêt à cuisiner? Est-ce que tu reçois des boîtes? Bien, moi, ça facilite quand même ma vie. Pas tout le temps, mais de temps en temps, je suis abonnée, puis ça l'aide. OK. Donc, fait que tu es une cliente, tu vas tout comprendre les mécanismes. Ouais, moi, je suis le genre de cliente qui essaie des affaires, qui voit ça sur les réseaux sociaux, mais elle l'essayer. Bon, on est pareil. On commence ça. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bienvenue, mon nom est Catherine Beauchamp et bienvenue à ce balado coproduit avec le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM présenté par Desjardins Entreprises. Vous le savez, habituellement, on reçoit des dérangeants, que ce soit Étienne Crevier, Carlo Coccaro, Alex Mancy, Noah Redler, David Côté. Eh bien, cette semaine, on en a retenu 3. Ce sont uniquement des femmes. Marie-Claude Duquette, présidente du groupe Triton. Bonjour. Salut Catherine. Marie-Philippe Simard, PDG de Swipe et Chic Marie. Allô. Et Julie Poitras-Saunier, qui est l'autre moitié de Loop, cofondatrice de Loop Mission. Bonjour. Ouais, allô, merci. Bon, 100% féminin. On va commencer par le PPP, les primeurs, les plugs, les potins. J'aimerais avoir, qui commence? On commence par une primeur, une plug ou un potin? Marie-Philippe? Je sais pas laquelle des trois, mais je vais faire un commentaire sur l'actualité. Mm-hmm. Ce qui est rare quand même qu'on fait, mais là, ça va sortir du fond du cœur. Moi, je suis impliquée avec un OBNL, puis on a une vérification TPS-TVQ. C'est l'espèce de l'auto-entrepreneur. Il n'y a pas longtemps. Puis c'était la gang souvent, cette loto-là. Oui, je la gagne souvent. Il va falloir que je parle à quelqu'un parce que, en tout cas, je fais ça à temps plein. Là. Mais bref, c'était pas un gros montant. C'était 1500. Puis on était en vérification pendant 3 mois pour à peu près 4 factures. C'était pas une grosse job. Puis finalement, ça a été correct. Là, ils nous ont remboursé. Puis il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'enjeu. Mais après ça, dans la même semaine, on voit les Pandora Papers qui sont sortis. Là, c'est de l'évasion fiscale de millions, voire de milliards. Là, je me dis, là, il y a quelqu'un là, chez Revenu Québec ou à l'Agence du revenu du Canada qui n'a pas compris le concept du 80-20. Là, prenez les petits messieurs et les petites madames là, qui font des vérifications TPS à 1500 pièces, puis mettez-les à l'évasion fiscale. Vous allez voir, le résultat risque d'être pas pire. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu passes tant de temps que ça à aller chercher des centaines de piastres à des entrepreneurs, puis là, tu as de l'évasion de même que tu fais rien, puis c'est assez plate, hein, maudit. C'est tellement difficile à retracer. Je sais pas, mais c'est sûr. C'est beaucoup plus facile d'aller s'attaquer aux petits. Oui, c'est ça, mais moi, je suis pas pour la désobéissance sociale, mais c'est sûr qu'à un moment donné, les petits vont dire, ben là, si moi, je me fais chier à suivre les règles, mais qu'eux autres, puis il n'y a rien qui se passe, je sais pas. Moi, si je le sais que personne ne m'arrête, ça se peut que j'aille à 160 sur l'autoroute. Fait que c'est mon commentaire éditorial aujourd'hui. J'espère que ça va changer. Puis qu'on arrête de me vérifier, je commence à être tannée. Ça, c'est un commentaire général. Julie, dans ton cas? Oui, bien moi, j'ai une plug à faire. En fait, je veux plugger Loop Synergie, qui est une nouvelle branche, peut-être même un potin, je ne sais pas si c'est pas encore connu trop publiquement, mais c'est mon bébé sur lequel je travaille là, depuis quelques mois, puis c'est notre nouvelle branche ingrédients. Parce qu'en fait, on reçoit énormément d'appels. C'est fou, là. On est comme devenu le centre d'appel de tout le monde qui jette quelque chose. Dès que ça se mange puis que ça jette, les gens nous appellent. Puis en parallèle, il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées à faire des modèles similaires aux nôtres, mais ils trouvent ça compliqué. Parce qu'il faut le dire, là, c'est beaucoup... c'est des ingrédients qui ont une courte durée de vie, il n'y a pas de constance. Donc, c'est un peu complexe. On a appris à gérer tout ça au fil des années, mais c'est pas évident pour tout le monde dans l'industrie. Donc, on a décidé de nous transformer en ingrédients tous les aliments qui sont rejetés, qu'on a en surplus, parce qu'on ne peut pas tout lancer. Mm-hmm. Là. On a déjà plein de produits avec Loop Mission, mais on ne peut pas tout faire non plus. Donc, l'objectif, c'est de faire des ingrédients pour ensuite pouvoir les vendre à d'autres entreprises en transformation alimentaire pour qu'ils puissent, eux aussi, faire des aliments recyclés. Fait que c'est ça le nouveau projet. Puis, donc, si vous jetez quelque chose ou encore vous êtes intéressé à intégrer des aliments rejetés,
contactez-nous parce qu'en ce moment, on est je suis en plein dans le développement de ça, puis vraiment, c'est super excitant. Mais mettons comme ingrédient, t'aurais-tu du bouillon de poulet? L'aliment de prédilection de Marie-Claude. Mes protéines. Pour le moment, on est uniquement dans des ingrédients végétariens. Fait que là, on travaille pas avec le bouillon de poulet jusqu'à maintenant, mais là, c'est fou. On a accès à tellement d'ingrédients. Là, c'est quel genre d'ingrédients? Mais nous, on développe en ce moment beaucoup, purée de fruits et légumes, jus, poudre. Ça, c'est le nouveau volet, poudre de fruits et légumes. Donc, vraiment, on va déshydrater maintenant. C'est de nouveaux équipements on va faire l'acquisition. Fait que ça, c'est, par exemple, pour enrichir le bouillon de poulet. On pourrait faire... la poudre de tomate. Exact, la poudre de tomate. On pourrait faire déshydrater du kale rejeté ou des épinards, le mettre sous forme de poudre, l'intégrer comme supplément dans plein d'aliments. Donc, c'est vraiment une façon aussi de pouvoir ajouter quelque chose de plus nutritif aussi aux aliments. Fait que c'est vraiment de toute forme, de toutes sortes. Là, on a beaucoup autour des fruits et légumes parce que c'est ce qu'on a en grande quantité. Mais là, en ce moment, je regarde comment revaloriser du chocolat. C'est pas toujours facile. Ben, c'est super intéressant. Marc-Claude, à ton tour. Oui, mais moi, je suis un peu dans la même veine que Marie-Philippe aujourd'hui. On parle beaucoup ces temps-ci, on entend tout le temps la pénurie de main-d'œuvre, approvisionnement. Puis, c'est plus un message à communiquer, de sensibiliser la population en ce moment. Prévoyez-vous pour aider les entreprises à mieux coordonner l'approvisionnement. Donc, prenez-vous avance cette année. C'est mon petit message pour tout le monde. Oui, pour vrai, le shipping, ça va être l'enfer. Oui, fait que aidez nos entreprises, puis commandez dès maintenant. Écoute, on pensait que Post Canada était pour mourir. On repart-tu sur Post Canada. Ça va assez bien, c'est vraiment pas le cas. On s'arrête pour un instant. On va recevoir en entrevue Judith Fetzer, qui est cofondatrice de Cookit. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Cookit, c'est une entreprise qui est vraiment dans l'air du temps. Vous le savez, métro, boulot, dodo, la famille, les responsabilités. On a de moins en moins de temps pour cuisiner. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de foyers qui adhèrent à des services de boîtes prêtes à cuisiner. On va en discuter aujourd'hui avec la présidente cofondatrice de Cookit, Judith Fetzer. Bonjour, Judith. Allô? Judith, d'emblée, je suis curieuse de savoir comment est né Cookit. Ben en fait, Cookit, moi, je suis une fille de l'hôtellerie et de la restauration. Je voulais bien manger, mais je savais pas comment cuisiner. Mettons que ma mère, elle m'avait élevée sur du pâté chinois toute ma vie. Et je voulais me lancer en affaires. J'avais fait un bac en administration des affaires. Donc, je cherchais une innovation à lancer au Québec. Et durant ma quête de trouver un plan d'affaires, ben justement, tous les jours, je devais arrêter tout ce que je faisais pour cuisiner. Fait que là, je cherchais une recette sur Internet, j'allais à l'épicerie et ensuite de ça, ben, je la cuisinais. Fait que ça me prenait comme 1h30, 2 heures, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens qu'il n'existe pas d'innovation. Et c'est un peu comme ça que l'idée de Cookit est arrivée. Donc, je me suis dit, ça serait cool si on pouvait télécharger notre bouffe. Judith, remets-nous en perspective. Comment était le marché à l'époque? Est-ce que Good Food était là? Est-ce que Miss Fresh était là? Comment était le marché des boîtes prêtes à cuisiner? Ben en fait, on a été les premiers sur le marché canadien. Donc, il n'y avait aucun compétiteur qui existait à l'époque. Donc, c'était vraiment une innovation complète. Là, on révolutionnait l'industrie alimentaire. Les autres compétiteurs sont arrivés. Les premiers qui sont arrivés après, c'est Good Food. Miss Fresh est arrivé un autre 6 mois après. Et là, depuis ce temps-là, après ça, il y a HelloFresh qui est arrivé. Là. Donc là, on est 4 compétiteurs majeurs au Canada. Est-ce que c'était facile à vendre d'avoir des boîtes prêtes à cuisiner? Bien, je pense qu'on peut partir de la prémisse qu'être en affaires, c'est pas facile. Mais à partir de là, ça a quand même été facile. Je sais pas, là, j'ai une bonne étoile, puis le timing, tu sais, timing is everything. Là, fait que c'était vraiment le bon moment d'avoir cette idée-là, de la lancer. Oui, ça a été difficile parce que c'était une grosse innovation. Il fallait convaincre le monde, il fallait expliquer c'était quoi le concept. Après ça, il y a eu les 2 premières années là, que j'appelle tout le temps la période noire du kit à cuisiner, où que là, tout le monde a l'impression qu'on est en train de tuer toute la planète, qu'il n'y a pas personne qui a réalisé qu'on enraye le gaspillage alimentaire au grand complet, qu'on allège la charge mentale. Fait que vraiment, il y a eu comme un gros 2-3 ans vraiment d'éducation vers les consommateurs. Mais pendant ce temps-là, il y avait comme les early adopters qui, eux, embarquaient. Là, le monde qui veut tout essayer, tout ce qui est trendy, tout ce qui est nouveau. Donc, oui, ça a été... C'est jamais facile d'être en affaires, mais c'est quand même facile. Je pense que
ma génération avait quand même vraiment besoin de ça, là, dans le sens que de cette nouvelle façon de s'alimenter-là. Puis, tu sais, la mission aujourd'hui de Cook It, c'est d'être la meilleure façon de manger. Tu sais, mettons, entre le moment où tu as faim puis le moment où tu prends la décision sur quoi manger, ben il existe comme 3 trillions de décisions que tu dois prendre. Puis des fois, on fait comme des shortcuts un peu. Moi, j'ai une équipe d'experts, j'ai une équipe de nutritionnistes en face, j'ai une équipe de chefs créateurs, j'ai une équipe de 7 acheteurs qui sillonnent les routes du Québec, de l'Ontario pour trouver les meilleurs ingrédients de saison locale. Donc, ça évite justement tous ces shortcuts alimentaires-là qu'on pourrait prendre parce comme on est pressé. Je pense que les consommateurs apprécient ça. Donc, ça rend le tout un petit peu plus facile. Je dis, moi, je me rappelle parce qu'on s'est parlé souvent. Tu sais, au début, là. Ben oui, tu m'as aidé full au début. Mais on est parti, je pense que je suis partie 1 an ou 2 ans après toi avec Chic Marie. Mais tu sais, je me rappelle au début, tu n'avais pas de subscription, tu n'avais pas d'abonnement. C'était vraiment à la carte. Puis tu sais, je me rappelle plus combien, je pense que c'était 9 000 ou 5 000 que vous faisiez max par mois. Tu sais, fait que la première année, c'était vraiment plus, on essaie de trouver, tu sais, le product market fit qu'on dit souvent, là, qu'est-ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit, ben là, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait pour pivoter, tu sais? Ben, la première année, c'est ça, on a vendu comme 5 000 en récurrent en vente à tous les mois, puis on avait presque pas de clients qui revenaient. Puis, tu sais, le modèle d'affaires était très adapté à mon lifestyle à l'époque. Tu sais, maintenant, je suis maman de 3 enfants, mais avant, j'étais maman de 0 enfant. Fait que moi, j'étais beaucoup dans l'événementiel. Qu'est-ce qu'on fait pour recevoir des amis, commander une fois de temps en temps? Puis c'est vraiment quand ma vie a changé, quand je suis devenue belle maman de 2 enfants puis maman d'un petit garçon, que j'ai vraiment compris comme qu'on devait mettre un repas sur la table. Fait que souvent, tu sais, quand tu as une business, souvent, tu es comme un peu le client type, là, ton persona, c'est souvent toi-même. Fait que tu essaies de trouver des façons comment toi, tu voudrais être servi. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé avec Cook It. Puis on va se le dire, ben franchement, la compétition aussi, tu sais, dans les compétiteurs, tout le monde avait lancé le modèle d'abonnement. Moi, je partais de la prémisse initiale que les Québécois étaient pas prêts à avoir un modèle d'abonnement en nourriture. Tu sais, déjà que quand je disais que, tu sais, je le dis tout le temps, là, mais quand je disais à mes amis que j'allais livrer du poisson par la poste à Trois-Rivières via une plateforme web, tout le monde pensait que j'étais une craquée mentale. Fait que là, en plus de ça, de rajouter comme une couche d'abonnement, je me disais, oublie ça, il n'y a pas personne qui va embarquer dans ce modèle-là. Mais quand je regardais les modèles d'affaires à l'étranger, à l'international, il y en avait une couple qui l'avait, puis systématiquement, tout le monde qui avait comme à la carte a fermé tranquillement pour tout le monde transférer vers l'abonnement. Parce que c'est vraiment, tu sais, les gens, ils viennent pas nécessairement chercher des recettes plus que du convenience chez moi. Donc, le fait d'être dans ça. Fait que ça a vraiment été le pivot qui a été super payant. Tu sais, on a pris toutes les ressources, tu sais, la fameuse phrase des entrepreneurs. Là. Fait que là, il nous restait plus une scène. On a pris toutes nos dernières ressources, puis on a pivoté, puis yeah! Mais c'est pour de vrai, c'est là qu'on a commencé à avoir du traction, puis qu'on a commencé à avoir de la croissance pour de vrai. Marc-Claude? Puis en parlant de ne pas avoir une scène, là, et au début, tu es allé chercher 0 capital de risque. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression que ça a peut-être ralenti ta croissance pour le développement de Cook It ou tu referais la même chose? Je m'en suis voulu vraiment longtemps, ça, d'avoir laissé mes compétiteurs aller en chercher. Tu sais, parce que quand tu as un compétiteur qui annonce une ronde de financement, tu le sais que tu es déjà 1 an en retard. Tu sais, parce que c'est le temps de la préparer, de monter ton pitch deck, de faire 8 trillions de pitch, de te faire dire non 7,9 trillions de fois. Puis après ça, le temps de closer. Fait que je m'en suis vraiment voulu pendant longtemps parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur. J'avais pas de connaissances en finance. Tu sais, Marie, je me souviens, tu me coachais, tu me briefais sur tout cet écosystème-là. Puis j'étais vraiment, là, je le raconte souvent, mais je pitchais mon Mac parce que genre je trouvais ça trop tough. Je voulais pas en faire de pitch. Puis j'ai réalisé récemment que thank fucking God que j'ai pas raisé des capitales avant parce que je l'aurais flobé comme une belle épaisse, dans le sens que, tu sais, je suis vraiment une meilleure entrepreneur puis une femme d'affaires qu'il y a 8 ans, mais puis je suis pas encore top, là. It's very much a work in progress. Mais, tu sais, mettons, me ramasser avec 10 millions dans le compte en banque ou 2 millions il y a eu 6 ou 7 ans, là, c'est comme j'aurais fait n'importe quoi avec. Fait que je remercie vraiment le ciel que ça se soit passé comme ça. Mais ouais, ça a fait en sorte qu'il y a eu un écart, moi et mes compétiteurs, qui s'est creusé plus rapidement. Puis après, il a fallu qu'on rame plus fort. Mais, tu sais, on est
plus si loin derrière nos compétiteurs, puis avec pas mal moins de cash. Fait que c'est la preuve que ça a payé. Julie? Oui, ben moi, j'ai envie que tu nous parles de conciliation travail-famille parce que, bon, tu as parti l'entreprise avec ton conjoint. Quelques mois à peine après avoir fondé l'entreprise, tu es tombée enceinte. C'est comment? C'est une réalité que toutes les femmes entrepreneurs, on se pose souvent la question. Là, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui se la posent aussi, puis qui me la posent parce que j'ai récemment eu un bébé aussi. Oui. Puis c'est toute une nouvelle aventure. Peut-être, parle-nous un peu de ça. Comment tu l'as vécu? Puis est-ce que tu as l'impression que, parce que tu commençais l'entreprise, j'imagine, tu rencontrais aussi des banquiers, etc., puis avec une bédaine, c'était quoi la perception des gens autour? Bien, tu vois, moi, je ne l'ai pas vécu, ma maternité, parce que je me disais, on était dans l'œil du dragon. Quand on était là dans l'œil du dragon, j'étais enceinte de 4 mois et demi. J'ai passé plus de temps à trouver la robe qui faisait en sorte que ça paraissait pas que j'étais enceinte qu'à mettre le temps sur mon pitch. C'est quand même fou, là. Parce que je me disais, les hommes ne voudront jamais investir dans une femme qui va avoir un bébé, qui va comme partir en congé de maternité 9 mois, puis tout. Puis ça, c'est quelque chose, ça c'est un de mes regrets dans la vie, de pas l'avoir comme honné, ma maternité. Puis j'ai pas posté de photos sur les médias sociaux. Je l'ai comme vraiment camouflé le plus possible. Puis même après, tous les rendez-vous, comme avec Alexandre Taillefer, etc., quand ça apparaissait trop que j'étais enceinte, après ça, j'ai arrêté d'y aller à ces rendez-vous-là. Fait qu'à partir de 5 semaines jusqu'à mon accouchement, j'en faisais plus. Puis après, bon, c'est ça. Pendant longtemps, tu sais, justement, moi, j'étais beaucoup entourée de garçons là, dans ma communauté start-up. Et tous ces garçons-là ne comprenaient pas comment j'allais avoir une entreprise puis un bébé en même temps. Fait que leur anxiété qui me pitchait dessus, comme « Hey, ça veut dire que, tu sais, Cookit, la première année, on était 1 employé. La deuxième année, on était 3 employés. Là, fait que, c'était littéralement moi qui la tenais à bout de bras, cette business-là. Fait que c'est sûr, certain que de partir pendant 9 mois en congé de maternité plus traditionnel, genre, ça va pas marcher. Là. Fait que il y a ça que je me disais, ça va jamais, comme la conciliation entre les deux pourra jamais coexister. Puis la minute que j'ai accouché, je me suis dit, je suis donc bien conne. J'ai comme catché toute la beauté d'être une maman, puis d'être une entrepreneur, puis de pouvoir travailler quand mon bébé dort, puis de comme pas m'ennuyer, puis de pouvoir comme y aller vraiment à mon rythme. Parce qu'après ça, c'est ça, c'est que tu y vas à ton rythme. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de boss qui t'oublie. Tu sais, il y en a là, des avocates là, qui, mettons, ils veulent partir en congé de maternité pendant 9 mois. Pas oublier ça, là, genre, leur partner leur laisse pas partir, puis il faut qu'ils reviennent, puis qu'ils travaillent 90 ans en semaine. Moi, j'avais la latitude de dire, écoute, cette année-là, elle va être plus relax, je vais moins travailler, je vais faire le gros que je peux. Puis après ça, quand il va rentrer à la garderie, je vais pouvoir commencer à vraiment travailler 20, 30, 40, 50, 60. 270 heures par semaine. Mais il y a quelque chose de triste aussi de savoir que tu peux pas la vivre pleinement, ta maternité. Ah, mais j'aurais dû. J'ai une amie qui a accouché il y a pas longtemps, Élise Tastet, du blog Tastet, puis je lui disais, Élise, comme, embrace ta maternité, là. C'est pas vrai que les gens ils vont pas vouloir investir dans toi, c'est pas vrai que les employés vont pas embarquer. Tout ça, c'était dans ma tête. Puis je suis sûre même que avoir, admettons, été dans l'œil du dragon, là, puis c'est le truc le plus public que je peux utiliser, là, mais avoir été fière de ma bédaine, puis de mettre ma main sur ma bédaine, puis tout, je suis sûre qu'il y a personne qui aurait dit comme, mais voyons, ça se fait pas, là, tu sais. En fait, peut-être, là, mais tu sais, je pense que overall, le message a été plus positif que négatif, comme moi, je me le jouais dans ma tête. Je sais pas si tu l'as vécu comme ça, Julie. Toi, c'est sûr que la business était quand même plus avancée. Là, mais nous, on était en plein dans une ronde de financement au moment où j'étais enceinte comme de 9 mois avec l'immense bédaine, puis on closait une ronde. Et j'avoue que j'étais contente que Zoom existe parce que je voulais pas, je l'ai même pas dit. Puis même que, fait que ça me fait du bien de t'entendre parce que même, j'ai mis mon out of office parce que j'ai pris 3 semaines de congé maternité. J'ai mis mon out of office, puis j'ai écrit, tu sais, je suis absente pour quelques semaines. Je savais pas comment ça allait aller. Fait que finalement, j'ai même pas osé le dire dans mon out of office que finalement, je venais d'avoir un bébé. Parce que je me suis dit, tu sais, tous les investisseurs à qui on parle en ce moment, ils voudront pas investir quand la présidente de l'entreprise va accoucher d'un bébé d'une minute à l'autre. Fait que c'est quelque chose que je me suis beaucoup posé la question de comment les gens le vivent autour. Puis est-ce qu'il va y avoir une perception négative? Fait que je suis contente de t'entendre là-dessus parce que c'est rassurant. Marie-Claude?
Cette année, on voit la belle, en tout cas depuis le retour là, de l'automne, il y a une campagne publicitaire monstre de Cookit. On la voit partout. Si t'écoutes Occupation Double, on vous voit. Le beau, tu sais, c'est cool. Pour vrai, je regarde ça, je suis comme, ah, c'est bien nice. Ouais. Combien ça coûte? Combien ça Être coûte? Occupation Double comme ça? Je sais même pas si j'ai le droit de dire les chiffres. C'est un petit peu moins qu'1 million, mettons. Fait que c'est quand même du bon placement parce qu'on croit beaucoup au pouvoir de l'intégration. Fait qu'au lieu de... Ça demande beaucoup plus de travail, là, parce que ça prend... J'ai comme 2 personnes qui travaillent quasiment à temps plein sur Occupation Double pendant 3 mois. Là, donc, ça demande beaucoup de travail de envoyer les recettes, tout le back and forth avec la prod, s'assurer que c'est parfait, Donc, ça fait en sorte que ça devient plus onéreux qu'une campagne de pub traditionnelle qui va rouler, t'en filmes une, puis après ça roule à la télé pendant, je sais pas, 3, 4, 5, 6 mois. Mais tu sais, ça, c'est nouveau pour nous. Nous, on n'en a jamais fait de la notoriété. C'est notre premier budget since inception. Là. Fait que c'était un peu déstabilisant aussi, tu sais, quand on vient du web, puis qu'on est habitué de calculer toutes nos affaires comme coût d'acquisition, puis avec le tu sais, tu le sais, là, tu mets une pièce, ton taux de conversion, c'est ça va ramener telle sorte de trafic, donc là, avec notre première campagne de notoriété, c'est quelque chose qu'on avait quand même un peu peur parce que justement, tu sais, là, ton coût d'acquisition, il est plus 50$, admettons, là, tu sais, il va monter comme à 200$, puis là, t'es comme ah! Puis là, toute l'équipe marketing tourne en rond, là. Genre, elle se fonce dedans parce que c'est plus les mêmes metrics, mais justement, fait que ça a des impacts, ça a des retours sur 18 mois. Puis ce qui est vraiment le fun, en plus, avec Occupation Double, c'est que, tu sais, tout le monde qui te voit Occupation Double, genre, t'envoies quand même un petit email ou whatever, là. Fait que là, tu vois vraiment l'éventail de gens qui sont pas du tout comme... Tu sais, moi, je sais que toutes les filles qui me ressemblent, mettons, vont avoir tendance à écouter Occupation Double. Mais tu sais, le white male dans sa cinquantaine, genre, que tu dis, c'est sûr que... Non, genre, fait que là, je reçois des avocats, des investisseurs. Ah, j'écoutais ça, mais tu sais, c'est mes filles qui écoutent ça à la maison. Sure. Marie-Claude. Tranquillement, principalement, tes ventes sont au Québec. T'en fais, je pense, quand même en Ontario. Tu veux aller vers l'Ouest canadien. Est-ce que pour une entreprise québécoise, c'est plus difficile de sortir du Québec puis d'aller vers le reste du Canada? Oui. Ah ben oui. Et qu'on est combien? Tu sais, on est chanceux au Québec parce qu'on est un mini-écosystème. Fait qu'on a nos médias, on a nos magazines, on a nos radios, on a nos... Tu sais, fait qu'on a nos influenceurs, on a vraiment... Fait que ça devient très... C'est le fun parce que t'as pas besoin de faire grand-chose, soyons honnêtes. Tu sais, comme, tu sais, moi, je lançais Cookit, il y avait juste un Launch Rock qui était une page qui recevait des courriels, puis j'avais déjà, genre, 2 mentions dans la presse, un article dans Ricardo, puis un article dans Ciné M. Tu sais, c'est quoi la chance, là? Tu sais, t'es à New York ou à Toronto, ça arrive pas, ce genre de choses-là. Fait qu'on est quand même un peu golden, on est quand même doré, mais après ça, ça devient avec un côté très pernicieux, parce que, justement, t'es confortable au Québec. Donc, nous, tu sais, quand on a acheté Miss Fresh qui appartenait à Métro, moi, je trouvais que c'était pas mal l'erreur la plus... tu sais, quand je regardais toute leur histoire, puis je trouve que c'est l'erreur la plus grosse qu'ils ont faite. C'est que, justement, comme Métro était national, Miss Fresh était québécois, ils ont commencé à faire du marketing partout. Fait que là, ça a fait augmenter toutes les COGS, tout. Tu sais, le coût des matières, le coût de la bouffe, le coût de la livraison, le coût des clients, tout est devenu plus cher. Fait que là, c'était un modèle d'affaires qui faisait comme plus de sens. Fait que nous, on est parti un peu... On a beaucoup moins de ressources que nos compétiteurs, fait qu'on va se concentrer sur l'écosystème québécois. On est super impliqués dans tout l'écosystème au grand complet. Fait qu'on va bâtir comme une petite forteresse pour que ce soit difficile pour d'autres compétiteurs. Fait que là, présentement, on a 90% des ventes qui sont au Québec, 10% qui sont en Ontario. Le but, c'est d'ici 3 ans d'augmenter ça à 20%, mais tu sais, c'est de tripler la business aussi. Là. Fait que le 20% de demain est plus grand que le 20% d'aujourd'hui, mettons. Puis, mais, tu sais, nous, on croit beaucoup à, justement, tu sais, bâtir un écosystème local. Fait que c'est plus long ce qu'on fait parce qu'on fait la même chose. Tu sais, être local au Québec, c'est cool, mais pour les Ontariens, ça n'a aucune valeur ajoutée. Fait que là, il faut être local en Ontario. Puis là, c'est vraiment ouvrir un bureau, c'est ouvrir des médias sociaux différents, avoir des nouveaux acheteurs, faire des différentes... tu sais, c'est vraiment de rebâtir une strate dans une strate, mais c'est un peu de répliquer ce qu'on a fait de bien qui fonctionnait au Québec. Je voulais savoir jusqu'à quel point Miss Fresh avait été importante lorsque vous êtes allé acheter la compagnie en 2019. Qu'est-ce que ça a changé pour vous?
et pourquoi vous avez fait ce genre de geste-là qui est un geste d'affaires assez important? Oui. Ben, tu sais, quand tu as un mentor qui a bâti sa carrière là-dedans, fait que tu viens qu'avoir un œil très aiguisé là-dessus. Puis quand eux, ils ont dû comme... Il y avait comme 3 décisions. Il y avait ils sont arrivés comme à un roadblock où ils devaient prendre une des 3 décisions. Ils nous ont proposé de faire une fusion. Et c'est un peu grâce à M. Bouchard qui m'a dit non, on ne fait pas de fusion, on fait une acquisition. Fait que ça part un peu de lui, mais après ça, justement, ça a été un gros move d'affaires. Puis, ben, là, une fois que tu commences à le faire, puis l'affaire, c'est que ça s'est quand même vraiment bien passé. Tu sais, quel bon timing pour acheter une compagnie de kits à cuisiner avant une pandémie. Puis, tu sais, l'intégration, on avait comme un plan d'intégration de 100 jours là, qui commençait le 1er janvier puis qui finissait le 10 mars. Quel bon timing aussi. Mais, tu sais, c'était vraiment le fun de faire l'intégration, de rencontrer toute cette gang. Tu sais, il y avait peut-être 300 employés chez Miss Fresh. Fait que, de rencontrer 300 employés simultanément, ça donne un peu la chienne. Mais, tu sais, d'apprendre à connaître comme autant de monde, puis t'es qui, toi, qu'est-ce que t'aimes, pourquoi tu fais ça dans la vie, comment, tu sais, toutes ces affaires-là qu'on prend un peu comme acquis quand on est habitué de travailler avec ces gens-là. Mais là, soudainement, il faut que tu télécharges comme toute cette information-là. Puis, genre, il faut que tu apprennes à les connaître parce qu'eux autres, il y en avait des projets, il y en avait des affaires que toi, tu as peut-être tué, t'as peut-être mis à la hache dedans, puis ils ont perdu leurs collègues, puis ci, puis ça. Fait que le temps qu'ils redeviennent comme des cookie lovers, ça se fait pas overnight. Moi, j'ai vraiment trippé là-dedans. Là. C'était comme mon gros fun là, d'apprendre à tout connaître cette gang-là, puis de tout refaire le shuffle. Là. C'est comme... j'ai vraiment pris mon pied. Fait que ça donne le goût d'en faire d'autres, mettons. Est-ce que tu veux faire d'autres acquisitions et où? Mais ça! Est-ce que... tout le monde. Est-ce qu'il y a des compétiteurs qui t'ont approché pour t'acquérir? Oui, mais... On veut les noms. Mais pas des compétiteurs directs. Okay. J'ai eu d'autres compétiteurs puis dans le passé, mais honnêtement... en fait, c'est arrivé 2 fois, puis j'ai dit des chiffres qui avaient tellement pas de bon sens. C'était comme 1 milliard. X la valeur. Non, mais genre une coche en dessous. Là, comme la fille n'est pas réaliste là, du tout. Mais puis c'était correct parce que le message que je voulais envoyer, c'était vraiment on n'est vraiment pas à vendre. Puis, ben, tu sais, là, on vient de vivre un gros... tu sais, la pandémie, on l'appelle la grande accélératrice là, en e-commerce parce que ça a venu booster les metrics à tout le monde. Puis là, ben, c'est vraiment un marché où tout le monde est à vendre ces temps-ci. Tu sais, tout le monde veut vendre avec les metrics dans le tapis. Fait que c'est comme un écosystème qui est le fun quand même, quand toi, tu as ces ambitions-là. Puis c'est justement, tout le monde a sa petite pancarte à vendre avec un numéro de téléphone en bas. Fait que voyons voir où le vent va nous porter. Bien, merci beaucoup, Judith Fetzer, présidente et cofondatrice de Cookit. Merci d'avoir passé ce temps-là avec nous. Bien, ça fut un grand plaisir, mesdames. Très cool. Merci, Judith. Merci. Merci, bye. Vraiment intéressant. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Et avant de passer à notre CA, je vais vous poser la question dérangeante. Quel pourcentage du succès de votre entreprise vous attribuez à votre stratégie de médias sociaux? Je vais commencer par toi, Julie. Puis moi, j'ai une déclaration choc à vous faire à ce sujet-là. Je suis tellement pas réseaux sociaux que j'aurais tendance à dire comme 10-15, surtout si on utilise le mot comme stratégie, pas plus que 10-15 % parce que même à ce jour, on n'a pas encore de stratégie médias sociaux. Puis j'ai même pas de compte Instagram personnel. Est-ce que Loop en a un? Loop en a un, oui. Puis tu sais, je le suis même pas. Je le regarde de temps en temps, mais même souvent, mes amis, ils m'appellent ou ils me textent puis ils me parlent de quelque chose qui s'est passé sur Loop. Puis je suis comme, comment ça qu'ils sont au courant qu'on vient de lancer telle affaire? Puis je me rends compte que la personne a posté ça, puis je sais pas qu'est-ce qui va sortir quand. Puis c'est à ce moment, puis je le sais même pas. Fait que c'est mes amis qui m'apprennent qu'est-ce qu'on a publié finalement, parce que je suis vraiment pas impliquée dans les réseaux sociaux. Fait que compte tenu que je suis pas vraiment dans cet univers-là, je dirais que ça n'a pas été quelque chose sur lequel on a mis beaucoup l'accent en commençant l'entreprise. On a vraiment
instinctivement commencé à parler beaucoup plus comme si c'était un compte personnel où on a mis vraiment David et moi de l'avant, où on parlait de qu'est-ce qu'on fait. C'est une mission de sauvetage, donc on veut que les gens nous suivent, on veut que les gens voient un peu qu'est-ce qu'on vit au quotidien, mais on n'a pas de stratégie. Puis on ne sait pas, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? J'ai pas de... Je pourrais même pas analyser des chiffres. Je pense qu'en général, ça fonctionne bien, c'est attachant, mais on n'a pas jamais mis en place une stratégie de médias sociaux. Donc, je dis 10-15 %, mais même à ça, comme j'ai pas l'analyse en arrière de la stratégie non plus, peut-être que finalement... 2 c'est peut-être... Non, mais peut-être même que c'est 80 %, puis je sais pas, peut-être que les gens apprennent à nous connaître par le biais des médias sociaux, puis je suis pas au courant. Mais je pense qu'une grosse partie de notre succès, c'est pas nécessairement qu'est-ce que nous, on partage, mais c'est le fait que les gens partagent sur nous. Puis c'est pour ça que c'est une question assez difficile pour nous, parce que je pense que nous, C'est on n'a organique, pas... dans le fond. Oui, c'est ça. C'est que le fait qu'on vend plus qu'un produit, on vend une mission, les gens ont beaucoup plus tendance à vouloir le partager. Tu sais, si tu vas dans un café puis tu bois un jus qui était super bon, probablement que tu vas le réacheter, mais est-ce que tu vas vraiment le partager sur les réseaux? Pas nécessairement. Sauf si le jus, en plus, réduit le gaspillage alimentaire, il y a une histoire en arrière, bien là, les gens ont envie de le partager. Fait que je pense que ça vient beaucoup de ça. Ça vient du fait que les gens connectent avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, connectent avec une mission sociale, environnementale. Puis ça fait en sorte que la nouvelle se répand sans que nous, on ait besoin vraiment de le propager. Marie-Philippe? Ben, moi, je suis en e-com. Fait que tous les business que j'ai fait, que probablement je vais faire, c'est du e-com. Fait que c'est sûr que la stratégie médias sociaux est hyper importante pour la business. Moi, personnellement, j'ai pas de compte Instagram. Je sais pas c'est quoi une story. OK? Tout le monde parle de ça, je sais pas c'est quoi. Là, ils viennent d'embarquer des Reels. OK? J'ai l'air d'avoir comme 170 ans. Là. Je sais fuck all, c'est quoi. OK? Je comprends rien. Je comprends rien au hashtag. C'est des histoires en vidéo. Ben, c'est ça. Ça m'étonne de toi qu'il y a une business en e-com. J'aurais pensé que je connais, tellement mais ouais, connecté. j'ai des gens vraiment bons. Mais pour vrai, moi, personnellement, je comprends absolument rien. Mais je suis quelqu'un de chiffre. Fait que je suis capable de voir, OK, ben regarde, le coût d'acquisition par Facebook, c'est ça, par Instagram, c'est ça, par AdWords, c'est ça, blablabla. Mais comme le fonctionnement de ça, je comprends pas. Puis, je sais pas, peut-être que c'est un commentaire éditorial encore, là. Je suis en feu aujourd'hui, mais moi, il y a quelque chose de malsain, je trouve, des fois, dans les médias sociaux, de voir l'espèce de vie rêvée parfaite des autres. Je sais pas, il y a quelque chose qui... On en parle beaucoup là, avec Facebook de ce temps-ci, mais il y a quelque chose de pervers. Oui, il y a vraiment quelque chose de De pervers. narcissique aussi. Oui, moi, je l'utilise pour la business, mais comme individu, je pense que j'aime pas ça. Fait que c'est tout. Il n'y a pas de punch à cette phrase-là, mais c'est ça, c'est ma réflexion. On dirait que je me sens coupable de l'utiliser pour aller chercher des clients parce que ça marche, mais en même temps, je sais pas, je trouve que c'est une roue qui tourne dans un mauvais sens. Relation amour-haine. Ouais. Marc-Claude? Mais moi, je suis entreprise de B2B. Fait que, tu sais, les réseaux sociaux, ça a une autre fonction que vos entreprises. On a commencé à s'y mettre dessus, là, ça fait 1 an, je dirais, puis encore là. Puis moi, dans le fond, c'est quasiment plus mon Instagram personnel qui va générer, parce que, tu sais, dans le fond, c'est de la connexion humaine, beaucoup. Fait que des fois, c'est un beau tremplin. Mais je dirais peut-être 15 10 Quand même, c'est bon. Ouais, mais c'est très ciblé. Là. Fait que, tu sais, on va avoir beaucoup moins de monde. C'est plus une plateforme qui voit ce qu'on fait, puis on peut interagir avec eux. Puis je pense que ça renforce, nous, de notre côté, beaucoup plus le lien client. Là. Tu sais, on regarde leur story, on s'écrit. Fait que ça génère ça, donc ça solidifie les relations. Mais tu sais, de faire de l'acquisition, ouais, ben, tranquillement, je le vois, il y a quelque chose. Eh bien, on va passer à notre CA. Et là, pour les auditeurs, et je dirais les auditrices qui nous écoutent, peut-être que vous êtes une femme d'affaires et que vous vivez encore en 2021 de la discrimination. Et je vous invite à écouter nos 3 dérangeantes parce que c'est la thématique d'aujourd'hui. On va se parler un peu du Boys Club. Est-ce que vous vivez encore des doubles standards? Et je vais commencer par Marie-Claude. Est-ce que tu vis encore ce genre de situation où être une femme est dérangeant? Je vais le vivre dans certains contextes, pas dans tout, mais malheureusement, oui, ça arrive encore. Parfois, il y a des gens qui me disent « ben non, ça se peut pas ». Ben oui, ça arrive, puis c'est pas dans ma tête. Puis quand je parle à d'autres femmes entrepreneurs, ben elles aussi le vivent. Pas tout le temps dans les mêmes contextes, mais je pense que mes collègues vont pouvoir appuyer mes dires. Philippe, est-ce que tu es d'accord? Oui, bien, tu sais, c'est plate parce qu'on est en 2021 puis on se dit, tu sais, l'égalité homme-femme, on est supposé. Mais non, tu sais, en affaires, c'est comme ça dans le milieu du cinéma, dans la télé, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, puis je pense pas que c'est de mauvaise foi, mais moi, tu sais, des expériences que j'ai vécues, par exemple, quand on faisait du financement avec des investisseurs, c'est qu'on dirait que, après ma barre,
ben, souvent, les investisseurs ou les banquiers, ça va être des hommes. Puis ils vont faire confiance à des hommes blancs, hétérosexuels, normatifs, tu sais, un espèce de même pattern. Fait que quand tu sors de ça, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui accroche. Tu sais. Comme Fait si vous n'étiez pas crédible. Ben, pas qu'on n'est pas crédible. Je pense que c'est inconscient, mais OK, je vais donner un exemple. Là. Mettons que tu as une équipe de basketball, OK? Puis il faut que tu complètes ton équipe. Puis sur le banc, là, il y a un grand noir, 6 et 3, puis il y a un petit roux avec des boutons. C'est qui que tu vas prendre? Tu les as pas vu jouer. Tu sais, c'est qui que tu vas prendre? Bien, automatiquement, tu vas prendre le noir parce que c'est comme connu que les gens qui sont noirs sont bons au basketball. Alors que ça se peut qu'ils soient bien poche, puis l'autre C'est un est bon, préjugé, tu sais. dans le fond. C'est un énorme préjugé. Puis je pense que pour les femmes, on le vit aussi, tu sais. Puis on le voit. Moi, j'ai fait des pitchs pour des concours puis pour du financement. Puis les questions qui sont posées aux femmes, c'est pas les mêmes que les questions qui vont être posées aux non? gars. Tu sais, par exemple, les femmes, on va demander, ben, tu sais, t'es-tu assez bien entourée? T'as-tu la bonne équipe avec toi? Tu sais, on va remettre en question. Tandis que les gars, on va dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'accélérer? Quel genre d'argent tu as besoin pour aller plus loin? Tu sais, fait que même les questions qui sont posées sont différentes. Fait que c'est sûr que tu peux pas, tu sais, il n'y a pas personne qui va dire, ben, je vais pas financer une femme parce que c'est une femme, mais c'est comme inconscient, puis c'est difficile à expliquer aux gens, puis c'est difficile à faire comprendre quand t'es pas une femme. Mais tu sais, reste que, par exemple, pour le capital de risque, c'est juste 4 qui va aux femmes. Fait que les stats sont là, tu sais. 96 aux gars, 4 aux filles. Fait que il y a quelque chose, tu sais. C'est sûr qu'il faut regarder ça, là. Julie, toi, tu travailles avec David Côté, qui est un des dérangeants. Je suis curieuse de savoir, étant donné que vous êtes en affaires ensemble, est-ce que tu vois des comportements différents avec David et avec toi? Bien, moi, je suis un peu l'ombre de David, je dirais. C'est sûr que, bon, David a une personnalité flamboyante. Il y a aussi, tu sais, il en est à sa 3e entreprise. Il a fondé Crudescence, Rice Kombucha. Donc, c'est sûr que les gens ont comme vraiment attendre de David que ce soit lui le président de l'entreprise, que ce soit lui qui prenne les décisions. Donc, depuis le début, moi, je vis beaucoup, tu sais, vraiment dans son ombre, là, parce que les gens, souvent, tu sais, ils vont se retourner vers lui, mais à un moment donné, tu sais, puis c'est moi la présidente de l'entreprise, finalement, fait que lui, il a commencé vraiment à m'appuyer là-dedans parce qu'on réalisait que on était souvent en rencontre ensemble, puis c'est même arrivé, tu sais, que des gens complètement, tu sais, m'ignorent dans le meeting, dans le sens que ils vont parler uniquement à David, hey, c'est incroyable, tu sais, qu'est-ce que tu as fait, ta marque est tellement belle, tu sais, puis David, lui, il se sentait mal à l'aise de ça aussi, tu sais, parce qu'il savait que, tu sais, on le fait ensemble, on a tout parti de A à Z, puis même si lui avait d'autres entreprises avant, on l'a vraiment bâti ensemble, puis ça a été quelque chose qui a été tellement difficile pour moi quand même au début, ce côté-là. Je dirais que j'ai eu quand même des rencontres où je suis sortie en pleurant parce que je disais, est-ce que je lui remettais beaucoup en question? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je prends pas assez ma place? Est-ce que peut-être je porte des vêtements qui sont pas assez professionnels? Est-ce que je suis trop jeune? Ça a été vraiment des grosses remises en question jusqu'au jour où on est allé aux États-Unis, où là, on est rentré là-bas. Puis tu sais, on est rentré dans la salle, là, les 8 personnes autour de la table, c'était tous des hommes, sauf moi. Il y avait une femme dans la place spéciale qui amenait le café. Et là, tu sais, c'était aux États-Unis, donc les gens connaissaient pas David, connaissaient pas son histoire. Puis, tu sais, je m'étais habillée quand même pour l'occasion. Fait que je m'étais habillée un peu plus chic, un peu plus propre. Là, je me suis dit, tu sais, là, c'est sûr que, tu sais, il y aura pas de préjugés que c'est David avant tout. Et finalement, tout ce meeting-là, là, ils m'ont jamais regardé. C'était, là, je posais des questions, puis ils répondaient à David. Pratiquement, là. C'est insultant, ça. Ah, ouais. Ce que je trouve particulier, c'est que probablement que si l'inverse s'était produit avec ton chum, il se serait pas remis en question autant que tu l'as fait. Ouais, Parce c'est que vrai. les gars, on dirait qu'il y a un comportement plus naturel. Ils vont pas se poser de questions, ils vont pas se demander pourquoi il n'a pas été regardé ou on a répondu à toi à sa place. Donc, il y a une dose d'insécurité qui vient avec ça aussi. Vraiment, ouais. Puis on est même devenu avec un code, David puis moi, parce qu'il sait, tu sais, puis il me supporte tellement là-dedans que maintenant, quand il y a quelqu'un qui fait ça, tu sais, on sait exactement ce type-là de personne qui m'ignore puis qui finalement attribue tout à David. Fait que là, on se regarde, David puis moi, puis là, il renvoie la balle. Tu sais, souvent, il dit comme, mais faudrait que tu demandes à Julie, tu sais, c'est elle qui va prendre la décision. Puis là, on sort du meeting, puis il me dit, on ne travaillera pas avec eux. Hein. Je suis comme, non. Mais ça, ouais, c'est ça qui est. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'avais des employés, mettons, masculins qui faisaient le marketing, puis il y a des agences qui venaient pitcher, puis ils me regardaient pas moi, puis ils regardaient l'autre. Qui est ton employé. C'est comme tu veux, mais c'est moi qui signe le chèque. Puis est-ce que, on parlait de préjugés un peu plus tôt, est-ce que la femme boss va être perçue, encore une fois, comme peut-être une personne plus hystérique, plus folle quand elle met son poing sur la table, tandis qu'un homme, ben, lui, c'est normal, il met ses culottes? Est-ce que ça existe encore, Définitivement. ça? Oui? Oh oui, ça c'est sûr que oui. On avait déjà parlé, emmené avec justement l'épisode avec Julie Snyder, puis c'était venu sur le sujet, puis j'ai l'impression,
Puis c'est pas vraiment une impression, c'est moindrement que puis on vit des émotions. On va pas se le cacher. Moi la première, là, on l'a entendu avec Judith, moi aussi, je suis une hyper empathique. Puis c'est comme si la manière que tu vis tes émotions peut être mal perçue parce qu'on est habitué à un rôle masculin qui génère des émotions d'une certaine manière. Fait que moindrement qu'on voit quelque chose d'un peu différent, on n'est pas habitué. Puis je pense il est là le jugement dans la différence de comment qu'on peut gérer. Puis ça veut pas dire que c'est moins bon, c'est peut-être juste nouveau. Fait que oui, définitivement. Puis tu vois, moi, à l'inverse, tu sais, toi, t'es hyper empathique. Moi, je suis empathique, mais c'est pas le trait qu'on voit en premier. Tu vois que tout le monde rit, là, c'est intéressant. Non, mais t'as du caractère, ça s'entend. C'est ça. Oui. Mais je viens du Lac-Saint-Jean. Ah! C'est du caractère. C'est la bleuette. C'est ça. Oui. C'est les germaines. Mais, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on voit en premier. Puis, à l'inverse de toi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de mes employés ou des gens avec qui je travaillais, bien, ils s'attendaient à ce que je sois empathique, à ce que je sois, tu sais, je réconforte ou à l'écoute, ou alors que c'est des belles qualités que je n'ai pas. C'est pas mes premières qualités. Fait que là, tu sais, t'es tout croche aussi. Tu comprends-tu? J'ai l'impression que la femme est dans un carcan X pour pas qu'elle sorte de ça. Tu sais, alors que... Puis je parle de la femme, mais, tu sais, les minorités visibles aussi, là, c'est la même chose. Alors que je pense que les gars ont beaucoup plus de liberté pour faire beaucoup de choses que nous. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça. Il faut qu'on soit ça. Puis si on n'est pas ça, ben on est écarté. Tu sais. On a beaucoup parlé du MeToo et c'est souvent, ça a été lié avec des personnalités publiques. Moi, je suis curieuse de savoir, en entreprise, est-ce qu'il y a eu aussi une vague de MeToo et est-ce que vous avez vécu des cas d'agression ou de harcèlement? Est-ce que vous avez déjà vu ça en entreprise? Des fois, il y a des situations où tu te poses la question. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, j'ai eu un investisseur à un moment donné de Toronto on est en train de closer une ronde de financement, puis il me dit « Hey, tu sais, je vais être en ville, j'aimerais ça qu'on aille se parler pour finaliser le deal. » Là, j'ai dit « OK, il n'y a pas de problème. Moi, dans ma tête, on va faire un dîner d'affaires, ça va être cool. » Tu sais, il book un resto vendredi soir, 9h. Tu le sais pas. Tu sais, peut-être que ça donne qu'il est juste disponible vendredi soir, 9h, dans un resto au centre-ville. Mais quand même. C'est ça. C'est que tu te poses la question, puis tu es mal à l'aise. T'sais. Fait que là, tout de suite, il faut que tu dises, ben... Tu sais, moi, je faisais j'avais pas de chum à l'époque, mais je faisais des allusions que j'en avais un. Tu sais, je m'en étais inventé un parce que pour vraiment que ça soit clair. Puis ça, tu sais, ça serait pas arrivé avec un gars. C'est des genres de situations comme ça. Mais je le sais qu'il y a des filles qui ont vécu des choses vraiment, vraiment pires que moi, là. Puis c'est vraiment une vraie... Tu sais, je dis pas que c'est... Avec les personnalités connues, c'est pas une vraie relation de pouvoir, mais ça, c'en est une. Ouais. Puis t'as pas la lumière qui vient avec quand ton cas explose publiquement. Donc, tu vis ça souvent seul. Oui, parce que moi, dans ce cas-là, tu sais, on veut le financement parce que la business compte là-dessus. Mais là, tu veux pas commencer non plus à jouer cette carte-là du flirt ou... Fait que, tu sais, c'est vraiment pas l'idéal. Là. Non, c'est vraiment pas super. Non, puis si on reprend le thème, tu sais, Boys Club, là, tu sais, moi, j'étais au début, surtout dans mes débuts, là, je devais bâtir mes relations d'affaires, je devais m'impliquer dans différents... Bon, ta réputation. Ma réputation, mais là, tu vas dans différents 5 à 7. Mais le nombre de fois, j'étais arrivée dans des 5 à 7 où j'étais toute seule de filles et c'était littéralement un Boys Club. Puis là, tu dis, OK, comment est-ce que je suis supposée, moi, interagir? Est-ce que... Puis là, tu discutes avec eux, puis tu sais, ça m'est arrivé le nombre de fois que j'ai pas été perçue un égal à eux. Tu sais, je me rappelle, j'étais dans un 5 à 7, puis j'étais toute seule de fille, puis bon, on jase, puis finalement, il y a quelqu'un qui il est pas capable d'aller ailleurs que sur le sujet de mes jambes, tu sais. Puis là, je suis aussi intelligente que n'importe qui autour de la table, mais il me parle de mes jambes, puis tu sais, des fois, je sais qu'en ce moment, il y a des gars qui vont écouter ça, parce on n'est pas tous de même. Puis c'est vrai, vous n'êtes pas tous de même. Mais l'important, c'est de le nommer quand vous voyez des choses de même qui s'est fait. Puis heureusement, cette soirée-là, j'avais un ami qui était là, puis qui a dit, tu sais, Marc-Claude, là, est aussi intelligente que n'importe qui ici. Fait que si t'es pas y parler, parle-y donc de sujet d'affaires, puis pas de ses jambes. Ça a été fini. Mais tu sais, il a man up pour moi, puis j'ai trouvé ça wow. Tu sais, pour moi, c'est ça de s'aider entre entrepreneurs, c'est des fois, tu vois, comme une collègue à côté qui a besoin d'aide. Est-ce que toi, tu aurais été capable de dire à la personne « Lâche mes jambes, parle-moi d'affaires » ? Ah, je l'ai dit. Okay. Mais pas de même, mais ça a été plus tranchant. Je peux être... mais c'est ça, à un moment donné, tu deviens un peu mauvaise. Puis après ça, tu es comme, ah, ben là, elle est mauvaise, mais c'est parce que tu sais pas ce que moi, ça me fait vivre, que tu me respectes pas en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, parce que tu me réduis finalement à mon physique. Puis c'est ça, des affaires de même, ça m'est arrivé vraiment souvent. Puis, il y a beaucoup des hommes qui ont du pouvoir, qui ont du décisionnel, qui sont présidents d'entreprise. Puis se faire dire non, c'est pas quelque chose qu'ils sont habitués d'entendre. Puis malheureusement, mauvaise place, mauvais moment. Moi, il y a des gens que non,
ils comprennent pas, là. Puis, tu sais, malheureusement, c'est un 5 à 7, il y a de la boisson. Ils se déresponsabilisent beaucoup. Puis, oui, il y a des choses comme ça qui se passent même dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on dénonce ou pas? Je suis pas là pour lancer des noms, mais tu sais, je pense qu'après ça, c'est d'être capable d'en parler en tant que femme, de dénoncer ces choses-là pour sensibiliser les autres, nos collègues masculins qui sont super bien intentionnés. Puis, moi, j'ai des amis qui ont réalisé ce que moi et d'autres femmes, on a vécu. Ça les a tellement touchés. Tu sais, j'ai des hommes qui sont des amis entrepreneurs, sont venus me revoir parfois, puis ils ont dit « Je peux pas croire que je l'ai pas vu. Puis je souffre de ne pas l'avoir vu, puis d'avoir su que tu as vécu autant d'harcèlement. » Puis aujourd'hui, ces gars-là parlent pour nous, deviennent des ambassadeurs. Puis je pense que comme si on prend notre courage, puis qu'on exprime que oui, ça arrive, puis que oui, même si je suis une femme qui peut être perçue comme leader, puis que même si j'ai du caractère, puis j'en ai dedans, ben je peux quand même être victime de ces hommes-là. Je vous pose la question à toutes les trois. Est-ce que vous voyez le changement, par contre? Parce qu'on évolue, la société évolue. Il y a eu un avant, un après MeToo. Il y a des relations d'affaires qui changent. Est-ce que vous le voyez, ce changement-là? Et si je vous recule là, d'il y a 5 ans comparé à maintenant? Bien, tu sais, c'est parce que je pense que ce qui a été bien avec le mouvement MeToo, c'est qu'on a parlé beaucoup d'agressions sexuelles. Il y a beaucoup de choses sur le viol qui a été parlé. On a parlé beaucoup des grosses choses, des choses qui n'avaient pas de bon sens. Mais je pense que ça a progressé. Et ça, c'est super. Mais je pense qu'il y a des actes que des fois des gars ou des hommes ont qui sont pas plaisants pour une femme, mais je pense pas qu'ils le savent, je pense pas qu'ils s'en rendent compte. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'allais dans des soirées d'entrepreneurs, ben des fois, c'est des 5 à 7, justement, puis moi, je suis 5 et 8. Fait que si je mets des talons, je suis grande, là, tu sais. Puis je mettais des robes, des belles robes, là, pas des robes... où on voyait mes fesses, là, mais je mettais des jolies robes. Puis il y avait beaucoup de gars, ils vont me saluer, OK, des becs quand on pouvait là, se toucher. Puis ils vont flatter le dos, mettons, juste comme ça. Moi, j'ai pas envie de me faire flatter le dos par toi. Ça me tente pas. Avec raison, ouais. C'est ça. Mais tu peux pas commencer à dire à tout le monde, lâche mon dos, t'as l'air intense. Mais c'est quelque chose que t'es pas à l'aise non plus. Puis ça, je pense pas que ça a bougé là avec la COVID. Encore une fois, on peut pas se toucher. Fait que là, pour l'instant, mon dos est correct. Mais tu sais, c'est des petits comportements. Puis ce qui est plate, à cause qu'on est une femme, c'est que moi, je revenais chez nous, je me disais, bon, j'ai-tu mis une robe qui était trop moulante? Est-ce que j'ai mis une robe qui était trop sexy? Ouais. Est-ce que c'est... Puis c'est pas moi le problème, là. Tu comprends-tu? Je pense qu'il faut qu'on en parle vraiment plus. Tu sais, moi, j'ai un frère, puis j'ai dit tout le temps, là, ta main... Garde ta main dans tes poches. Mais il y a quand même eu, je trouve, vraiment une belle amélioration dans les dernières années. Moi, je trouve que je suis entourée d'hommes tellement merveilleux. Tu sais, c'est sûr que moi, ça me permet... c'est vraiment une façon pour moi d'évaluer aussi avec qui j'ai envie de travailler. Tu sais, le fait que c'est notre entreprise, le fait qu'on peut choisir de qui on veut s'entourer, ça me permet justement de voir qu'il y a aussi des hommes absolument merveilleux qui... En tout cas, je trouve qu'autour de nous, de plus en plus, des hommes qui donnent la place aux femmes. Il y a de plus en plus de programmes qui valorisent les femmes. Des hommes qui vont être comme, OK, mais qu'est-ce que toi, t'en penses? Et je trouve qu'il y a de plus en plus de gens autour qui sont conscients que ça peut être plus difficile quand tu es une femme ou qui même dénoncent. Je pense entre autres aux gestes que tu parlais, de ton ami qui a dénoncé. Il y en a de plus en plus de ça aussi. Je pense qu'il y a un éveil vraiment collectif sur la situation des femmes. Fait que moi, j'ai vu beaucoup de petits exemples comme ça de gens autour qui essaient justement de faire leur part puis de dénoncer quand ils voient quelque chose qui est inapproprié ou même de refaire un petit commentaire aussi. Fait que je pense qu'il y a vraiment un beau progrès, oui. T'as le mot de la fin, Marie-Claude? Je pense que oui, on l'a vu beaucoup avec la pandémie. Il y a beaucoup de mouvements pour faire bouger les choses, que ce soit les gens de Premières Nations, le Black Lives Matter. On le voit partout. Les gens s'éveillent. Les gens s'éveillent, ils se connectent à eux-mêmes. Puis je pense que vraiment, il y a cette envie-là de laisser de la place à tout le monde. Ça dérange, c'est sûr. Ça va continuer à déranger, mais oui, j'ai vraiment espoir. Puis oui, je vois un beau vent de changement. Ben merci à toutes les trois. Ça a été vraiment un très, très bel épisode. Marie-Philippe, Marie-Claude, Julie. Je veux aussi remercier Judith Fetzer, qui est cofondatrice de Cookit. Et c'était Catherine Beauchamp. Et je vous dis à la prochaine. Bye les filles. Bye. 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 Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!